On est de retour pour la seconde partie des experts avec toujours Guillaume Dard à mes côtés, Christian Parizeau et Isabelle Bordry. On va parler énergie avec cette question qui peut paraître étonnante de prime abord. La France produit-elle trop d'électricité ? C'est un peu l'alerte que lance RTE aujourd'hui. Il y a 3 ans, on se demandait si on allait avoir assez d'énergie pour passer l'hiver. Et depuis, le marché est revenu dans son lit, et même très bas, on est sous les 50 € du kilowattheure désormais. Qu'est-ce qui s'est passé là, Guillaume ? D'abord, quand même, expliquez-nous un peu. J'aime bien que vous tourniez ça dans ce sens-là, parce que ça rend le débat plus intéressant, mais prenons quand même d'abord les bonnes nouvelles. L'électricité française, j'ai regardé un peu les chiffres avant de venir, oui. 95% en renouvelable. 95% de l'énergie fabriquée en France est en renouvelable, c'est-à-dire que c'est les 2 tiers du nucléaire, 1 tiers hydroélectrique. Vous mettez le nucléaire dans les renouvelables ? C'est renouvelable. Oui. C'est propre. C'est propre. Zéro carbone. C'est zéro carbone. Voilà. Enfin, je ne rentre pas dans ce débat-là. Je préfère, si vous voulez me faire dire que je préfère le solaire, l'hydro et le machin, je préfère. Chez Montpensier Arbevel, ça nous tient à cœur. Mais enfin, le nucléaire, c'est décarboné. On ne peut pas se débrouiller. Enfin, en tout cas, 95% de l'énergie 95% est décarboné, oui. Si vous préférez. Vous êtes un homme exact, donc soyons précis. Je suis d'accord. 95%. Donc c'est quand même une super bonne nouvelle. Oui. Deuxièmement, là aussi, essayons d'aller un peu plus loin. Est-ce que vous vous rendez compte de parce que la question, c'était à quoi servait de subventionner aussi le solaire et tout ça ? Il y a un grand sujet politique en ce moment sur, effectivement, les 7-8 milliards de subventions. Est-ce qu'on se rend compte de la puissance de l'énergie solaire ? L'énergie du soleil qui arrive sur Terre, chaque seconde, elle est 10 000 fois supérieure à l'ensemble de la consommation énergétique de la Terre. Et si on veut un peu monter dans l'échelle de Kardashev, ce qui est l'ambition de toute civilisation, avoir le maximum d'intelligence par unité d'énergie consommée, c'est ce qui se passe, j'espère, dans votre plateau, grâce à vous, puisqu'il y a beaucoup de lumière et j'espère qu'il y a de l'intelligence, eh bien, il faut être capable d'utiliser au maximum les ressources de l'étoile la plus proche, pour commencer. Et donc là, on voit qu'on a un prodigieux potentiel. Oui, mais qui n'est pas pilotable. Mais comment c'est toujours la même histoire. Il n'est pas pilotable. C'est un peu le problème du trop d'électricité. Mais au stade, mais c'est formidable. On dirait que vous me parlez de la cagnotte avec Jospin et Chirac en 99. On ne s'en tirera pas sans nucléaire. C'est un des avantages compétitifs de la France. Donc c'est très bien qu'il y ait nucléaire. 2, à long terme, pour avoir du vrai renouvelable, comme vous dites, il faut continuer les progrès technologiques. Le sujet, c'est que les cellules solaires ne récupèrent pour l'instant que 20% de l'énergie solaire. 3, il faut qu'il y ait du stockage. 4, si vous avez bien lu le livre sur le Bitcoin qu'on a donné comme prix avec BFM Business, le Bitcoin, on dit « Ah, c'est horrible, ça consomme de l'énergie ». Justement, au moment où on a beaucoup d'énergie, c'est une façon de l'utiliser. Et surtout, pas faire de stop and go en disant « Ah ben non, alors là j'en ai trop cette année et je vais arrêter », alors que c'est des investissements sur des durées de 10-12 ans. Tant mieux qu'on ait plus d'énergie en ce moment. Et évidemment, le problème, c'est que sur votre facture d'électricité, vous voyez que maintenant, c'est 50% des taxes. Oui, juste un petit mot. On n'a jamais trop d'électricité parce que au pire on fait des data centers, si vous voulez. Non, mais c'est ça. On n'arrête pas de nous dire depuis des années qu'il faut réduire la consommation d'énergie. Ils sont en train vraiment de s'inquiéter. Aux États-Unis, ils sont vraiment en train de s'inquiéter que tous ces investissements qui sont faits dans les data centers, le système électrique américain va sauter. Donc, ou alors ça fera une vraie envolée de factures pour les ménages américains. Donc il y a un vrai problème de manque d'énergie qui va arriver dans les prochaines années. Faut pas le nier. Ça fait partie des scénarios de la seule chose qui se traduit aujourd'hui, là, c'est conjoncturel. Pourquoi ? Parce que c'est avant tout parce que la conjoncture est pas bonne dans l'industrie. C'est un peu ça la contrepartie. Ça rejoint notre, parce que si l'industrie française tournait à plein, vous consommeriez beaucoup plus d'énergie. Donc c'est plutôt. C'est un signal faible. C'est intéressant ce que vous nous dites, Christian. C'est plutôt un signal de faiblesse. C'est un signal faible de la baisse, d'une baisse de la croissance et de l'activité industrielle française. Surtout sur une concurrence. Ça c'est très clair. Sur une concurrence étrangère qui est très forte sur tous les produits qui sont très énergivores. C'est-à-dire qu'aujourd'hui produire de l'aluminium en France, faut quand même faut oser quoi. Faut oser parce que quand on voit les coûts de revient en Chine ou aux États-Unis, on comprend pourquoi on a un problème. Donc c'est ça. Donc c'est un signal avant tout d'une faiblesse industrielle. Faut quand même le mettre en avant. Et d'autre part, peut-être d'un ralentissement dans l'électrification et notre changement de modèle énergétique. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. Donc non seulement le problème, c'est pas un problème d'offre,
c'est un problème de demande. C'est un problème, pourquoi la demande est jamais forte. Et donc le vrai problème est là. Et l'interrogation devrait plus porter pourquoi on n'a pas plus de demande sur l'électricité, puisqu'on sait que c'est l'énergie de demain et c'est celle qu'on a besoin pour émettre moins d'émissions de CO2. La consommation est au plus bas depuis 20 ans d'électricité. Ça paraît dingue avec la croissance, le développement économique. Pourquoi on a un tel retard sur la consommation ? Avec tout ce qui effectivement a été dit. Mais après, il y a effectivement deux sujets quand on parle du solaire et quand on parle de la transformation propre de l'énergie. Déjà, il y a un sujet de capacité réseau. On a vu ce qui s'est passé en Espagne. Il y a eu un block-out qui en fait a été lié à une incompatibilité entre justement l'énergie alternative et l'énergie linéaire qui crée... Je m'arrête là dans mon explication parce que c'est bien trop compétent pour moi et très technique, mais il y a eu un moment... Mais trop d'énergie renouvelable qui ont fait sauter le système. Donc il y a un vrai sujet... Il y a une baisse. Et donc il y a un vrai sujet de montée en puissance, et c'est le sujet d'RTE, qui permet effectivement de faire en sorte que des énergies qui ne fonctionnent pas tout le temps, le vent, etc., mettent en sommeil à un moment donné une énergie nucléaire qui était quand même beaucoup plus compliquée à réguler dans l'organisation actuelle. Et donc, il y a un vrai sujet de montée en puissance de notre capacité pour laisser la place aux alternatives. C'est une première chose. Et puis, deuxième chose... C'est un sujet français, ça ? C'est un sujet, oui, c'est un sujet français. Après, deuxième chose, c'est d'où viennent les panneaux solaires et comment sont financés les panneaux solaires. Et ça, je trouve qu'en France, c'est un peu quelque chose en tous les cas, de polémique. C'est-à-dire que les panneaux solaires viennent principalement de la Chine. Donc, on déplorait tout à l'heure... L'affaire est pliée, hein. On a essayé. On déplorait tout à l'heure la chute de l'industrie sur le marché français et globalement en Allemagne et en France. Et effectivement, on investit massivement sur des transformations énergétiques dont la matière première vient de la Chine et on n'est pas capable de faire aussi bien. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et comment est financé tout ça ? C'est effectivement financé par une augmentation du prix de l'électricité pour le ménage. C'est-à-dire que depuis 10 ans, en fait, il y a eu sur la facture de chacun des particuliers français une somme qui est allée vers des investisseurs privés qui ont parfaitement joué leur rôle, mais qui avaient un revenu garanti pendant 10 ans, tout en achetant des produits et des matières premières en Chine. Donc, je trouve que oui pour l'alternative, oui pour le zéro carbone, mais il faut faire extrêmement attention de comment tout ça est financé et comment tout ça est produit. La force du nucléaire, c'est que c'est vraiment des compétences françaises et ça a été pour nous un des fleurons de l'industrie économique française. Isabelle a raison et pas complètement raison. Là où elle a raison, c'est de souligner tous ses défauts. Mais il faut les analyser tour à tour. C'est-à-dire que le nucléaire, il faut continuer. C'est ce que je viens de dire, c'est nécessaire. Oui. C'est nécessaire, c'était une force française, mais enfin, on a finalement perdu la bataille de la grande export. Je me souviens il y a 20 ans, en disant c'est nous qui allions équiper la Chine, je pense que c'est plutôt la Chine qui va... Il y a de plus en plus de concurrence. Donc là, on revient aux mots français traditionnels. Mais enfin, pour autant, on a une compétence, continuons à la développer au maximum. Sachons utiliser cette électricité. Christian a très bien dit, la demande d'électricité de l'IA va être multipliée par 10 dans les 5 années à venir, donc ça devrait nous permettre d'avoir des data centers en France. Ensuite, le solaire, c'est terrifiant. C'est plutôt malheureusement, la France n'a jamais été dans la course sur les panneaux solaires. On a essayé à un moment, il y a eu quand même beaucoup de subsides pour essayer une dizaine d'années. Tout petit peu, mais enfin disons, c'est les Allemands qui ont réussi à mener la course jusqu'au moment où les Chinois leur ont mis 300 mètres dans la dernière ligne droite. Et le solaire, les panneaux solaires, il faut qu'ils soient plus efficaces. Et heureusement, ils sont de moins en moins chers en contrepartie. Donc, ça coûte. C'est vraiment une commoditisation. C'est pas la loi de Moore sur les semi-conducteurs, mais enfin, ça y ressemble. C'est deux fois plus efficace et 2 fois moins cher tous les X années. Oui. Et d'ailleurs, il faut se rendre compte. Il suffirait de 500 000 km² en panneaux solaires. Donc, je ne dis pas que je veux couvrir la France de panneaux solaires, parce qu'il vaut mieux aller dans l'endroit où il y a plus de soleil, pour couvrir les besoins électriques actuels de la planète entière. Donc on voit bien que c'est quand même une sacrée réponse potentielle. Oui. Mais il faut faire un certain nombre de progrès techniques. Vous avez très bien fait de souligner le problème du grid. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investissements à faire dans les réseaux. Enfin,
dans le réseau et dans tout ce qui permet de gérer le réseau, c'est-à-dire, comme l'a expliqué Isabelle, de faire coexister des énergies de nature différente. Mais tout ça c'est faisable. Le stockage, c'est pas encore très clair, mais enfin, on est sûr qu'il va y avoir des énormes batteries qui pourront permettre de conserver de l'énergie. Donc, il faut surtout savoir que l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc, ça a été la force de la France de mener la bataille de l'énergie nucléaire. Il ne faut pas opposer les uns aux autres, il faut continuer et effectivement, je suis d'accord, réduire la facture du consommateur d'électricité qui me semble abominable en France. Qu'il a dû, on peut conseiller tout le monde de passer au prix de marché parce qu'elle a quand même sévèrement baissé la facture d'électricité. Mais c'est pas si simple à faire de switcher, vous n'êtes jamais sûr. Tous ceux qui l'ont fait il y a 5 ans et qui se sont trouvés en 22, je ne sais plus combien de milliers, les gens pleuraient sur le plateau. Il y a eu des hausses très fortes, oui. Mais après, l'enjeu aujourd'hui, c'est la fusion. En réalité. C'est-à-dire que là, on est passé à des étapes et aujourd'hui, s'il faut investir, je pense, dans une énergie, c'est dans toutes ces PME et tous ces labos et tous ces chercheurs qui sont en train d'aller encore plus loin que le nucléaire et de voir comment, avec la fusion de l'atome, on peut arriver à avoir une énergie illimitée à un coût nul. Alors, c'est les travaux EPR qui ont commencé, qui se sont arrêtés parce que les politiques avaient du mal à comprendre. Mais effectivement, l'enjeu, c'est là. Les États-Unis investissent massivement. Les Allemands aussi ont quelques startups qui avancent. En France, on est réputé pour avoir d'excellents ingénieurs, d'excellents chercheurs. J'espère qu'on arrivera à tirer notre épingle du jeu sur ce sujet. Malheureusement, on a arrêté beaucoup de programmes de recherche, ITER et consorts. Sur les 15 prochaines années. Avoir de l'énergie, c'est la richesse d'un pays. Qu'est-ce qui a fait que l'Angleterre est devenu le premier pays qui ait connu la révolution industrielle ? Le charbon. Et voilà, c'est que c'était l'Arabie Saoudite du charbon. Il y avait du charbon partout et ils ont pu passer directement dans ces... Alors, c'était pas très beau en termes de pollution et c'était horrible, Londres. Et puis, on est très content de passer au décarboné. Mais enfin, c'est juste une réalité. C'est l'énergie qui fait la croissance. Donc, il faut aller sur tous les plans. La fusion, c'est bien sûr une piste, mais n'excluons rien. Parce que ce que je pense, c'est que le spatial qui arrive, je pense qu'on aura, on va mettre du solaire, de l'énergie solaire extrêmement puissante sur la Lune d'ici 5-10 ans. Je peux vous dire que Musk, là aussi, il a à peu près une dizaine de plans. On va changer la donne sur l'énergie. Donc, rien ne doit... Il faut d'abord essayer de se défendre sur ses propres forces. Vous avez raison de dire qu'en France, c'est le nucléaire, mais il ne faut pas l'opposer. Pardon de réatterrir sur terre, mais une dernière question sur le sujet. Est-ce qu'on a besoin de 7 à 8 milliards de subventions publiques pour les énergies renouvelables qui sont aujourd'hui un marché à peu près mature ? Ça dépend si on a fait une promesse par rapport à des gens qui ont investi. Si vous considérez que dès que les choses changent, il faut que l'État ne tienne pas sa promesse... Oui, je ne connais pas assez le dossier pour me prononcer précisément, mais si vous dites il y a 10 ans, on veut du solaire, pour ça, on sait que c'était un peu moins... qu'il faut qu'il y ait une subvention. Si vous dites, j'enlève la subvention... Enfin, c'est la parole de l'État. Si vous voulez tout le temps enlever la parole de l'État, libre à vous. Mais vous êtes tout aléatoire dernièrement, la parole de l'État. On ne devait pas avoir de surtaxe d'impôt sur les sociétés aussi. C'est comme l'autre sujet. On a des comptes à redresser. Terrifiant. Alors là où j'ai vu la petite musique monter, on a dit, les apprentis, formidable. Il faut former plein d'apprentis. En Allemagne, il faut plein. Et puis tout d'un coup, on a dit, ça coûte cher. Est-ce que les bacs plus 5, ils ont vraiment besoin de quelque chose ? Oui. Sachant que parallèlement, dans la même émission, on dit le bac plus 5 ne vaut plus rien en France. Donc, évidemment, l'entreprise, c'est pas forcément formidable d'avoir un bac plus 5 qui sait rien tout de suite. Donc, elle va le former. Donc, c'est normal qu'elle le paye. Mais si on veut rechanger d'avis toutes les 2 minutes, ça donne ce que ça donne, quoi. Un peu plus d'instabilité. Oui, absolument. Mais après, la difficulté du politique, c'est de voir un système beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a des visions qui sont à court terme, sur des sujets un peu spécifiques où il y a tout d'un coup un engagement. Mais il n'y a pas de vision large, marché. Et c'est à chaque fois la difficulté. C'est-à-dire qu'on pousse un sujet, mais on oublie les autres. La recherche est absolument essentielle. Le financement est essentiel. Et donc, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il faut absolument ouvrir les chakras et que les politiques se rendent compte des besoins réels des Français. Mais la recherche en granulaire, c'est-à-dire que si on dit la recherche, combien il y a d'étudiants en STEM en Chine chaque année ? STEM, c'est grosso modo les ingénieurs, tout ce qui est mathématiques. Sciences et techniques. Sciences et techniques, voilà. Merci beaucoup. Des millions. 4 millions.
Donc le sujet de la recherche, on fait beaucoup de recherches historiques, sociologiques en France, etc. Faisons les calculs, on dit il faut alimenter le ministère de la Recherche. Oui, mais de la recherche quand même un petit peu appliquée. Vous voulez plus d'ingénieurs et moins de philosophes. C'est ça, Guillaume? Non, ouais. Il faut les deux, mais il faut un peu plus d'ingénieurs pour améliorer le niveau de vie. Il nous reste 10 minutes ensemble, on va parler philosophie financière. Et on va aller du côté de la Fed avec vous, Christian Parizeau. La Fed qui s'apprête à abaisser, a priori, à nouveau son taux directeur ce soir. C'est ce qu'on attend, mais dans un contexte très incertain. Jérôme Powell parle d'un environnement brouillé, où l'intelligence artificielle et des comportements de marché atypiques compliquent encore l'analyse. Vous partagez son point de vue, Christian? Oui, moi j'ai mon point de vue qui est un peu négatif sur l'économie américaine, mais objectivement, si vous prenez les derniers indicateurs, ça va un peu dans tous les sens. Alors en plus, on a moins d'indicateurs parce qu'on a eu cette fermeture de l'administration américaine, donc on n'a pas eu les publications. Mais grosso modo, si vous prenez les derniers indicateurs, ça nous dit qu'en gros, il y a un marché du travail aujourd'hui aux États-Unis qui est figé. Alors ça veut dire que ça tombe mal si vous venez d'avoir votre diplôme, vous ne trouvez pas de boulot. Ça, c'est ce qui est assez négatif, ce qui a fait monter le chômage des jeunes. Enfin, mais à un niveau de plein emploi quand même, non? Alors, oui et non, parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent sur le marché du travail. Oui. Et le problème, c'est que là, grosso modo, vous avez eu, au mois d'octobre, vous avez eu 5,5 embauches, 5,5 millions d'embauches et 5,5 millions de départs. Donc, en gros, on est à l'équilibre parfait. Oui. Donc, en net, les entreprises ne semblent pas créer d'emplois. On est sur quelque chose de figé. Ce qui fait que les Américains ne changent pas d'emploi, parce que c'est plus intéressant aujourd'hui de démissionner pour trouver un autre emploi, vous n'avez plus de fortes hausses de salaire. Du coup, vous avez une vraie pression sur les salaires. Oui. Finalement, c'est comme ça en général qu'on en demande le plus, les salaires. Hein. Donc, les entreprises sur ne font pas d'efforts de toute façon puisqu'elles gardent leurs effectifs, mais elles n'en recrutent pas. Donc, il y a vraiment un marché du travail qui est complètement gelé. Alors ça c'est assez inédit quand même, parce qu'en général, soit l'économie américaine, elle est en plein boom et on a des chiffres d'emploi très forts, soit on a un retournement conjoncturel et on est sur des destructions massives. Donc là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un premier point qui rend pas facile les choses. Et du côté de son objectif sur l'inflation, on est sur une inflation qui n'accélère pas, qui a même plutôt tendance à légèrement ralentir. On rappelle, on est à combien aux États-Unis? Voilà, on est un peu en dessous des 3%. Hein. On est autour des 2,8. Alors suivant les indices que vous prenez comme référence, mais enfin, on est autour de 3%, on va dire 3%. Alors, avec un vrai problème quand même, hein, petite parenthèse, c'est que si vous prenez le panier de Thanksgiving, ce qu'on fait tous les médias américains, là, vous êtes largement au-dessus de 3%, hein, parce que l'inflation, naturellement, c'est une inflation moyenne sur l'ensemble des biens et sur des choses que vous n'avez pas forcément conscience. Donc ça, c'est un premier point. Et on voit que, par contre, les prix des biens commencent à accélérer. On a quand même un impact des droits de douane de Trump qui est payé par le consommateur américain, mais de l'autre, on a dans les services plutôt un ralentissement de l'inflation qui compense un petit peu. Mais globalement, en tableau général, on est à 3. Mais donc on a des salaires qui qui ralentissent sur l'emploi et une inflation qui est à 3. Donc c'est pas bon pour le pouvoir d'achat des ménages américains. Et on a beaucoup de ménages américains. Donc grosso modo, vous avez un tiers des ménages américains qui vont très bien, qui ont une hausse de salaire autour de 4,6 avec une inflation à 3. 1,2, 1,6 de pouvoir d'achat, tout va très bien. Oui. Et puis vous avez les gens qui ont les salaires les plus bas, les 25% des gens qui ont les salaires les plus bas, qui ont une hausse de salaire d'à peine 3,2 avec une inflation à 3. Et eux qui sont dans une situation très précaire. Donc, je vous donne l'image. C'est vraiment une économie qui est résiliente parce qu'il y a des choses qui vont bien, mais qui est très déséquilibrée. Et ça, c'est pas bon pour la politique monétaire. Parce que si je stimule trop l'économie, je peux relancer très vite l'inflation qui n'a pas vraiment descendu. Mais si je fais rien, je suis en risque d'avoir une forte dégradation de l'économie en 2026 et me retrouver avec un vrai problème économique. Donc, ils sont très divisés au sein des membres du FED parce que, très clairement, on est très divisés, on n'a pas de visibilité sur la croissance américaine. Donc, autant en Europe, on a beaucoup de certitudes, autant aux États-Unis, on a beaucoup d'incertitudes sur la conjoncture. Avec une Fed sous la pression quand même du président. Donc, elle va baisser ses taux parce qu'elle va pas prendre à contre-pied les marchés. Oui. Mais pour la suite, je sens que le discours sera quand même très prudent parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Isabelle, puis et effectivement, le vrai sujet, comme vous l'évoquiez, c'est que toute cette partie de l'électorat américain qui a voté Trump, qui précédemment votait démocrate depuis des dizaines d'années, se retrouve aujourd'hui dans la grande difficulté, d'où la tension de Trump sur le choix du prochain gouverneur, parce qu'il s'aperçoit que ce qu'il avait en tête, c'est-à-dire la protection de l'économie avec une augmentation des tarifs, ne finalement génère pas autant d'emplois qu'il le souhaitait, une réindustrialisation des États-Unis telle qu'il le souhaitait, pardon. Donc effectivement, ça crée une tension politique
et économique. Et toute l'idée est de voir son choix et sa décision pour la Fed, qui va être sûrement emblématique de est-ce que finalement les États-Unis vont vers une espèce d'autocratie qui ne dit pas son nom, alors que tout le monde pensait que la démocratie aux États-Unis est absolument intouchable, avec une Fed qui reste indépendante, ou est-ce qu'effectivement Trump, stressé par les midterms, choisit un gouverneur qui soit à sa botte? Guillaume Dard. Alors, pour rajouter un peu quelques inconnus à cette équation insolvable, on n'a pas tous les chiffres économiques depuis le shutdown, donc Christian l'a un peu glissé. Oui, on est sur les chiffres du mois de septembre, là. Voilà. Donc, le thermomètre, on n'a pas ni le thermomètre, ni tout le baromètre. Mais je trouve ça fou que sans les statistiques, on n'ait pas aujourd'hui des outils quand même. Mais il y en a beaucoup, Christian. Il y a quand même un certain nombre d'outils qui permettent de voir, mais disons, on n'a pas tous les outils. 2, la politique anti-immigration de Trump a quand même réduit le nombre de gens arrivant sur le territoire américain, ce qui fait que ça permet... ça change aussi un peu la donne sur la comparaison dans les années précédentes où on avait une très grosse croissance menée aussi par cette arrivée de personnes dans le pays. Et donc là, on n'a pas tout à fait la même équation. 3, pour les élections, moi je pense qu'on n'est pas quand même tout de suite à l'autocratie, Isabelle. Je pense qu'il y a des élections démocrates, mais qu'aux prochaines élections du midterm, le dernier sondage montre que, prédiction d'ailleurs, c'est pas un sondage, c'est la prédiction de, comment il s'appelle ce nouveau site extraordinaire qui a été acheté, 10 milliards, Predict, ou je sais plus. 80% de chances que les démocrates tiennent la Chambre des représentants à l'issue des midterms. On a vu les 4, là, ça va dans le sens de Isabelle. Donc, il y a quand même un peu d'affolement chez Trump. Et 5, la Cour suprême va se prononcer sur les tarifs. Il n'est pas exclu que toutes les mesures prises sur les tarifs par Trump soient en partie annulées. Et alors là, si elles sont en partie annulées, quel effet ça aura sur l'inflation dans l'autre sens ? C'est difficile à savoir. Donc, ce qu'on sent, c'est qu'on a des États-Unis qui sont un peu moins en forme économiquement, où il y a une inflation qui subsiste, comme dit Christian, mais qu'il faut absolument baisser les taux. Et il y a 2 choses à regarder ce soir. 1, quelle va être la baisse des taux ? Ce sera à 0,25 à 80, Christian, à 90%. Mais la façon dont il le communiquera, c'est-à-dire que si... il va faire attention, ça va être bien fait. Mais s'il communiquait en disant je le fais parce que ça va très mal, là, ça va être panique générale. Il va sûrement le faire comme Christian l'a fait. Il pourrait faire. Comme tout bon banquier central, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Il y a un peu moins de visibilité, donc je le fais. Mais comme ça va quand même bien, je ne vais pas trop les baisser. Oui, après, il y aura juste un document important qui sera publié à 20h. Ça sera les anticipations des différents membres sur le niveau des taux directeurs à la fin de l'année 2026. Et la grande interrogation qu'on a tous, c'est est-ce qu'ils vont passer en dessous du taux neutre ou pas? Pourquoi? Parce que le taux neutre, c'est le taux qui ne freine pas ni ne stimule l'économie. Et grosso modo, le discours de Powell va être de dire ce soir, on est revenu au taux neutre. Et la vraie question, c'est à la fin... À quel niveau aujourd'hui? Alors, il y a des débats, mais la Fed elle-même dit c'est autour de 3. Là, aujourd'hui, on serait encore au-dessus de ce niveau de taux neutre, mais comme l'économie est un peu plus dynamique sur certains investissements, notamment les investissements technologiques qui ne sont pas sensibles à un effet taux, on considère qu'il est peut-être un petit peu plus haut. Mais en tout cas, il va dire on se rapproche ou on est très proche du taux neutre. Donc, la vraie question, c'est quels sont les membres et le nombre de membres qui sont prêts à mener une politique accommodante l'année prochaine. Et c'est ça sur laquelle je serais sensible, parce que je pense que le gros problème qu'a Wall Street aujourd'hui, c'est qu'on a tout concentré Paris sur l'IA. Tout le monde commence à avoir un petit peu peur d'avoir mis tous ses œufs dans le même panier. Et on aimerait bien diversifier ses investissements et aller sur des secteurs qui sont un peu sensibles au taux et qui pourraient profiter d'une politique monétaire un peu plus accommodante en 2026. Donc les marchés seront très sensibles à ça, surtout le marché action, à qu'est-ce qu'on dit sur 2026. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir d'une politique accommodante ou est-ce qu'on reste sur une longue pause en 2026? Et c'est là où il sera très attendu. Alors naturellement, Powell, avec la pression qu'il a actuellement, il
va tout faire pour ne rien dire, mais ça sera ça véritablement la clé dans la réaction de marché à court terme. Isabelle. Après, ce qui était apparu au dernier trimestre, c'était une très forte dispersion des opinions des gouverneurs. Et donc, ce qui renforce c'est pour ça que le rôle politique est extrêmement et ce qui renforce le rôle évidemment. du président de la Fed. Il faut qu'on dise un mot de dénomination d'ailleurs, parce avec que des membres tournants, avec un mot, avec des membres tournants qui sont des présidents de Fed régionales qui ne sont pas du tout dépendants de Trump et qui sont plutôt faucons à partir de janvier, puisque ça tourne à partir des réunions de janvier. Et donc, à partir de janvier, on aura des membres votants qui seront plutôt négatifs en termes de baisse de taux. Donc ça aussi, ça jouera de manière importante. C'est pour ça que Trump, hier, s'est attaqué en disant qu'il voulait démettre les gouverneurs qui avaient été nommés par Biden, considérant que ça avait été fait par signature automatique et que c'était pas normal et que ces gens-là n'étaient pas réellement nommés gouverneurs. Il a le pouvoir de faire ça ? Alors non, mais il le dit. Donc voilà, il crée beaucoup d'incertitudes et puis le fait aussi qu'on va avoir quelque chose d'inégalé, mais jusqu'au mois de mai, on va avoir Powell qui va être président de la Banque centrale avec nommé son successeur qui sera au board. Ça promet pas mal de discours discordants. Ça va vraiment entraîner une manque de clarté dans la communication de la Banque centrale. Et puis derrière, je vous rappelle que Powell, il peut rester gouverneur. Donc, il n'est pas impossible qu'il soit plus président, mais qu'il reste gouverneur de la Banque centrale. Donc, vous voyez que ça crée énormément de confusion à attendre l'année prochaine en termes de vision sur la politique monétaire. Pour conclure, un banquier central, 5 secondes. Personne ne doit rigoler avec la monnaie. La monnaie, c'est basé sur la confiance. Oui. Pour qu'il y ait confiance, il faut que les personnes qui s'en occupent soient elles-mêmes de confiance. Donc, je pense qu'il y aura un équilibre. Si jamais Trump arrive à trop changer les gens ou avoir des gens qui l'obéissent trop, il y aura une fuite devant la monnaie. Vous avez vu la hausse du prix de l'or cette année. Attention, c'est un des risques majeurs pour 2026, une perte de confiance dans le dollar. À surveiller. Bon, en attendant ce soir, on attend la Fed. Merci à tous les trois, Isabelle Bordry. Merci beaucoup. Christian Parizeau, Guillaume Dard. L'émission est à retrouver en podcast et replay sur l'application et le site BFM Business.